Bonjour à tout le monde. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir pour le 51e numéro de MPCM Alexandre Lévin à l'occasion de la sortie de son album qu'il a réalisé avec son épouse et que nous parcourrons tout au long de cette émission, le cardinal Schiner, objet de ma vengeance. Mais avant cela, j'aimerais tout d'abord vous faire part de la sortie de cet objet littéraire, de cette revue littéraire. C'est 5 revues en une, c'est 72 pages sur Jacques Chessé, le KCC, réalisé par un enseignant vaudois, Ivan Garcia, qui a fait un travail vraiment magnifique pour une opération qu'il nomme de Chessec exorcisme collectif, excusez-moi, avec plein de signatures, dont celle de Jérôme Mézot avec bâton rompu. Et c'est le cas de le dire, le KCC, ça donne lieu à toute une série d'articles de prise de position, d'angles de vue très intéressants sur le seul prix Goncourt suisse, celui de 1973 avec l'Ogre. Cela étant posé, mon livre de la semaine, que je conseille à tous les magistrats qui voudraient éviter quelquefois d'être trop formaliste, ce livre magnifique de Kafka, Franz Kafka, bien connu de beaucoup de monde, mais je le présente qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie, le procès. Enfin, j'ai réservé pour mon invité aujourd'hui une petite définition du dictionnaire du diable, avec cette définition un peu caustique ou disons décalée, sur se souvenir. Se souvenir, c'est se rappeler avec des améliorations quelque chose de pas connu. Qu'est-ce que ça vous connote comme idée? Je ne sais pas, peut-être... Oh, je me perds en fait. Vous donnez votre langue au chat ou bien? Langue au chat. Bon, je continue avec une question un peu piège pour un Russe qui a vécu à 280 km de Moscou. C'est une question d'actualité. Généralement, c'est à la fin de cette émission, mais aujourd'hui, il y a la mort d'Alexeï Navalny. Quelle est votre réaction depuis Sion et votre nouvelle vie? Moi, qu'est-ce qu'il faut dire? La mort de quelqu'un, c'est toujours une tragédie. Alors, je suis, comment il faut dire, j'adresse mes condoléances à la famille de M. Navalny. Les causes de son décès, si j'ai bien compris dans les nouvelles à RTS, ne sont pas encore connues. Voilà, il paraît qu'il a fait grève de faim, etc. Et on va voir. Alors ici, en tout cas sur ce divan à l'index, je ne sais pas en Valais, mais ici à l'index, on est complètement libre au niveau de l'expression, on peut avoir des idées tout à fait différentes, on ne va pas se gripper, mais je dirais, vous, Russe, qui a vécu en Russie, etc., quel mot, je dis au pluriel, vous auriez envie de dire aux Valaisans, on va dire moyens, par rapport à ce qui se passe à la frontière, enfin dans l'Est, entre cette guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que vous, citoyens russes, de culture russe, ayant vécu en Russie et maintenant ici en Valais, vous aimeriez nous dire par rapport à ce conflit, à cette guerre? Moi, je peux dire que pour moi, comme tous les conflits au monde, ça me fait très très mal. La violence, ça me fait très mal. Et tout au début du conflit, c'est vraiment... J'étais bouleversé. J'ai les familles de deux côtés. Et dans ces situations-là, j'ai les familles de deux côtés. J'essaie d'être neutre, disons, voilà, comme la Suisse. Être neutre et simplement regarder ce qui se passe en espérant que ça va bientôt arrêter. Ils vont conclure la paix si c'est possible. Voilà. On ne va pas parler de politique, on n'est pas là pour ça. On est là pour la sortie de ce livre, le cardinal Schiner. Mais j'ai vu donc que très jeune, vous aviez étudié la peinture, le dessin, le graphisme, la calligraphie. Vous vous revoyez, j'aime bien poser cette question à mes invités, vous vous revoyez à 10 ans, lorsque vous aviez 10 ans petit, faire ces activités déjà ou bien pas? Disons que quand j'avais 10 ans, oui, j'ai beaucoup aimé Les Chevaliers de la Table Ronde. En Russie, il avait des livres, à mon avis, je ne me rappelle plus le nom d'écrivain anglais qui a écrit des vers
des magnifiques les contes de fées en vers. Et moi, à l'époque, j'aurais voulu illustrer. Voilà, parce que je ne suis pas très... Donc, ça vient quand même d'un... Oui, oui, mais ça, je ne savais pas qu'en arrivant ici, voilà, en rencontrant l'histoire du Valais, qui m'a passionné, voilà, et je commence à faire... On va reparler de ça et de cet album que je conseille à tout le monde également, qui est disponible dans toutes les librairies. J'ai l'habitude de poser la question sur les 3 livres qui ont un peu marqué votre vie, ou que vous recommandiez aux lecteurs et que nous n'aurions peut-être pas encore lu ou que nous devrions relire. Ouais. Quels sont ces 3 livres? Pour 2, je suis vraiment sûr de l'auteur et le titre, mais pour 3e, je ne suis pas sûr. Première, c'est Maître et Marguerite de Bulgakov. Le Maître et la Marguerite. Oui, Le Maître et la Marguerite de Bulgakov. Ça m'a beaucoup plu et j'ai relu plusieurs fois. Après, c'est... Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce livre? Moi, je trouvais bien l'univers qui a créé. J'ai apprécié les jeux de personnages et leur dialogue. Pour moi, c'est un livre assez philosophique où, disons, le diable, entre guillemets, qui arrive à Moscou, lui, il punit que des gens, entre guillemets, méchants. Voilà. Et tout ce qui a fait, quand elle fait le déroulement de l'histoire, ça m'a beaucoup plu. J'ai lu plusieurs fois. D'accord. Et le deuxième? Deuxième, pour moi, c'est Victor Hugo. Un pavé également, alors? Un pavé. Oui, c'est misérable. En fait, pour la première fois, disons, j'ai lu en français parce que j'étais déjà adulte, disons, pour moi, impressionné. Voilà, quand on a étudié à l'école quand on était adolescent, en Russie, donc? Ouais, en Russie, oui. J'ai lu aussi en Russie, j'ai lu Notre-Dame de Paris, Hugo, et ça ne m'a pas tant impressionné quand j'ai relu ici Notre-Dame de Paris, Victor Hugo, Les Misérables. Ça m'a bouleversé par son univers aussi. Pour moi, c'est quelqu'un qui écrit pour moi, c'est un peintre. Parce qu'il a créé à chaque créé. Il a créé à chaque feuille les images dans ma tête. Et ça, c'était incroyable. Incroyable. Même si à l'époque, je comprenais peut-être environ de 70 à 50% parce qu'il a un vocabulaire très très riche. Mais ça m'impressionnait quand même. Et à l'époque, j'ai fait beaucoup de notes et je les garde encore précieusement. C'est vraiment... Et le 3e livre alors? Et le 3e, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé travail pour décorer les hôpitaux dans une fondation. Et j'ai remarqué qu'à côté de mes collègues de travail, il avait plein de nationalités, mais la plupart étaient les Français, j'ai découvert que mon imagination, c'est pas très très poussée, disons, par rapport aux autres. Alors, j'ai acheté plusieurs livres sur imagination et surtout, j'ai adoré, je pense que ça s'appelle Comment il faut cultiver l'imagination. Et l'auteur, ça s'appelle Bounon, à mon avis. Je ne me rappelle pas très bien, je suis désolé. Si tu m'as dit ça avant, j'ai pu... Et le principe alors du livre? Le principe, c'est il y a toute petite préface. Après, il y a 365 jours par année. Après, en arrière, il y a 5 pages remplies de mots dans les cases. Après, on prend les dés, on jette les dés et sur chaque feuille, en tout, il y avait 5 feuilles, on avait 5 ou 6 feuilles. 6 feuilles, et tu choisis les mots qui sont avec les dés. Par exemple, le cas 6, le mot comme ça, voilà, tu choisis. Il y a 6 paramètres pour chaque feuille. Voilà, tu fais 6 feuilles, 6 mots. Et chaque fois, chaque jour, il y a un défi. Comment c'est ça? Un scénario? Non, un défi. Un défi à faire. Un défi à faire. Et défi, c'est faire une histoire avec les mots que toi, tu n'as pas choisi, qui a choisi pour toi. Ça veut dire qu'il y a 365 situation où tu dois mettre les mots qui, une fois, il avait beaucoup avec les crimes, c'est ça que je me rappelle bien. Par exemple, je suis un inspecteur Poirot et je dois trouver, voilà, j'ai 6 mots, avec 6 mots, je dois faire
lieu de crime, où j'ai si quelqu'un qui est tueur, et il y a 3 mots d'accusation et 3 mots pour me construire un alibi. D'accord. Voilà, Okay. c'est très sympa. Et puis alors, en quelle année vous êtes arrivé ici en Valais? 1998. Donc un peu plus de 25 ans, hein, Oui, 25 ans. Et quand vous avez touché à l'histoire valaisanne, est-ce que ça vous a surgi dans l'esprit immédiatement? Tout d'abord, vous imaginez que vous arriviez à Sion par le train. Et quand vous arrivez vers Sion, vous attendez prochaine arrêt Sion. À l'époque, je ne parlais pas très bien français. Moi, j'ai compris que c'est la ville là. Et quand vous voyez 2 châteaux sur la colline, là, je vous dis, là, la première chose que j'ai fait, j'ai monté sur le château. Je vais montrer la page. Voilà. Ça, c'est. Ouais. Vous connaissez naturellement. Et après, je pense que dans 2-3 ans, quand j'ai commencé à mieux comprendre français, je commençais à regarder l'histoire parce que je ne comprenais pas les châteaux, qu'est-ce que c'est. Vous êtes né à nouveau quand vous êtes né quelque part. Et là, quand j'ai commencé à comprendre un tout petit peu, ça m'a beaucoup intéressé. Et après, tout à coup, j'ai découvert que l'histoire du Valais, c'est en fait un film d'action à partir de presque tout le temps. Tout le temps, ça change tout le temps, c'est très dynamique, c'est très intéressant. Il y a plein de petites choses qui sont très intéressantes. Si je vous dis que vous, Russe, qui avez vécu à Moscou, etc., vous connaissez éminemment mieux l'histoire valaisanne que nous tous, à part quelques spécialistes, on va dire l'étudiant moyen, le cadre moyen, l'ouvrier moyen de chez nous, qu'est-ce que vous répondez à ça? Ça vous attriste ou bien c'est partout la même chose? Non, vous savez, je pense que c'est dans la Bible que c'est marqué, il n'a pas prophète dans son pays. Il y a des choses, comme je parlais avec les Valaisans, ils me disaient, pour eux c'est complètement banal. Pour moi, château de Valère, château de Tourbillon sur 2 collines, c'est quelque chose de magique. Moi, je me remonte presque chaque week-end au château de Valère pour me sourcer d'énergie positive pour moi, qui habite dans le colline de Valère. Et voilà. Et après, quand vous découvrez tout ça, il faut simplement donner l'envie à découvrir aux gens pour qui l'histoire d'ici, les châteaux, c'est tout banal. C'est tous les jours, c'est quotidien, c'est routine. Et là, il faut qu'ils redécouvrent. L'histoire du Valais, c'est incroyable. Incroyable. Imaginez la naissance de la démocratie à 1400. C'est quand même 600. Alors, aussi, je suis content de vous avoir aujourd'hui parce que le Valais va voter tout prochainement sur la nouvelle constituante. Et puis, il y a naturellement cette opposition qui est encore très marquée aujourd'hui entre le Haut-Valais et le Bas-Valais. Et on sait que nous, on va dire Valaisans romans, sommes un peu les vassaux des suzerains du Haut-Valais. Et c'est en tous les cas pas ce livre qui va me contredire, puisque nous avons là 2 phénomènes valaisans parmi les gens les plus connus. Donc le cardinal Schinner et Georges Supersaxo, 2 grands amis, hein, 2 grands amis à l'époque, 2 grands amis, et avec ce livre. Alors le personnage de Schinner, est-ce que vous le regardez avec cet œil presque doux de l'héroïne à la fin de ce livre, ou bien avec son œil, on va dire, totalement opposé qui est le sien au début de l'ouvrage? Disons que, en fait, c'est un homme politique. Et comme tous les hommes politiques, ils sont côté bon et mauvais. Voilà. Schinner, il a apporté les choses, il voulait faire réformer l'Église aussi, etc., etc. Mais il avait des côtés aussi pas très bons. Pour moi, il était assoiffé de pouvoir. Et pour moi, dans le livre, il était assez difficile, sauf ses voyages, ses relations diplomatiques. C'était quelqu'un de très très brillant, Schinner. Mais il fallait trouver des bons côtés de lui. Quels sont ses bons côtés je ne peux pas montrer qu'il voilà, il est comme ça, il est très cadré, il est très sévère, il est violent. Mais je ne peux pas toujours montrer ça. Il faut montrer aussi on est être humain. C'est pas possible que quelqu'un qui... Il faut rappeler quand même qu'il a failli être pape, presque. Oui, exactement. Exactement. C'est lui, il paraît, je ne peux pas être sûr, mais il paraît que c'est sa voix qui a manqué pour être élu pape, parce qu'il avait trop d'opposition française et il ne voulait pas se mêler
dans cette histoire police, je pense que c'est... Et puis, est-ce que la haine, on peut dire ça quand même, hein, est-ce que la haine qui a traversé le conflit individuel entre Schiner et Super Saxo, est-ce qu'elle est liée que, d'après vous, à des motifs politiques, ou il y avait, si vous voulez, des relations entre deux individus qui ne s'aimaient pas, comme on pourrait ne pas apprécier telle ou telle personne dans la vie? Oui, je pense que tout au début de son ascension au pouvoir, Schiner, il a compté beaucoup sur Super Saxo, et après il a compris que Super Saxo, il veut que simplement il sera son valet. En fait, lui, Super Saxo, il voulait régner sur valet, et Schiner, il doit simplement exécuter ses ordres. Et rapidement, ça a dégradé entre eux, et après, c'est devenu vraiment une haine, comme vous avez dit juste, c'est au niveau de politique, parce que chacun voulait son pouvoir, qui lui a dû, il a pensé, chacun d'eux, et aussi pour l'argent. Le pouvoir, c'est toujours lié au l'argent. Comment on a pu imaginer, à l'époque, vouloir faire une sorte d'Europe sans la France? Parce que c'est quand même une partie du conflit qui a débouché ensuite sur Marignan, que tout le monde connaît. Ouais. Comment, vous, Russes, vous voyez ce fait que l'un des deux, finalement, s'est dit moi, la France, j'en veux pas, et ça devrait être à l'extérieur de l'Europe telle que moi je la conçois? Moi, je pense qu'en fait, pour dire, il n'a pas ça dans le livre, mais il y a beaucoup d'hypothèses. Et la première hypothèse sur Schiner, que quand il est arrivé au pouvoir et qui était aidé par Georges Super Saxo, c'est en fait, il voulait aussi que Georges Super Saxo, il était, disons, entre guillemets, sponsorisé par le roi de France. Et Schiner, c'est une hypothèse, je ne sais pas, j'ai entendu parler, c'était quelqu'un qui dirige les archives de l'État de la France à Paris quand même. Voilà, mais il a parlé sur une hypothèse, il a lu quelque part dans une lettre, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il faut trouver les documents. Voilà, je reviens. Que lui, il aussi voulait être sponsorisé par l'Ordre de France, et l'Ordre de France écrit assez clairement, vous êtes qui vous êtes rien pour moi, j'ai Georges, et voilà. Et après ça, je pense que ça, la question... Non, voilà, non, vous avez répondu tout à fait à la question. En fait, lorsque je vais décaler un tout petit peu là, lorsque par exemple on entend un chanteur, certains chanteurs, même si on n'est pas fin dans la réception de la musique, on entend tout de suite le timbre. Et on se dit, ce chanteur-là, ce timbre-là, oui, je sais, ça va être tel ou tel. C'est le timbre qui marque la personnalité du chanteur. Et en littérature, on peut ouvrir certaines pages et on se dit, tiens, ça c'est Proust, ça c'est Céline, ça c'est Camus, de manière assez libre, même si on ne connaît pas le texte, on sent ce timbre-là. J'aimerais demander, celui qui fait un album de BD, lorsqu'on voit cette trace que j'appellerais le timbre du chanteur, on va dire la saillance de la sensibilité. Ça, c'est ma fille qui m'a soufflé le terme. C'est quoi? La saillance, la saillance, c'est le surgissement de la sensibilité dans le timbre ou dans le trait. Là, parce que finalement, c'est un... comment dire? C'est une caractéristique qu'on va découvrir rapidement. On ne va pas vous confondre avec d'autres stylistes. Lacan, il disait, je dis souvent, le style c'est l'homme. Alors qu'est-ce qui fait ce style c'est dans le dessin, vous voulez dire? Oui, dans le dessin, parce que maintenant on parle du dessin. Oui, on parle du dessin. Dans le dessin, moi je voulais faire les tableaux. Ça veut dire que j'essaie de bien composer les tableaux et après mettre beaucoup de détails parce que je dessine sur l'ordinateur. Et avec l'ordinateur, je peux dessiner des personnages tout petits, etc., Ce que c'est pour moi, c'est impossible de dessiner à la main sur le feuille de papier parce que c'est tellement petit. Voilà, il y a des personnages, par exemple, 5 mm hauteur qui sont dessinés, les bras, tout. Pour moi, c'est à la plume au crayon, c'est impossible. Avec l'ordinateur, j'arrive. Voilà, c'est pour découvrir. J'ai essayé de faire que chaque personnage. Alors là, on a un lieu que les gens reconnaîtront. Hein. Il vit sa vie. Par exemple cette page-là, au niveau du temps, ça représente quoi comme temps de travail? Ça va être le plafond
la maison de Super Saxo, c'est très très difficile à dessiner. Il a tellement de détails et c'est magnifique d'ailleurs, c'est un chef-d'œuvre. Vous avez utilisé un appareil photographique ou bien? J'ai fait des photos, mais quand vous faites photo, elle déforme. Ça veut dire que pour dessiner, ça ne doit pas être déformé, ça doit être juste. Alors il faut tout redessiner et c'était un travail pour moi comprendre comment il faut faire. Et voilà, ça a pris, je pense que... Un ordre de grandeur, hein, je ne suis pas là. Pour le plafond, ça a pris peut-être, sans mentir, 2 semaines. Voilà. 10 jours de travail, 10 jours de travail complet, 2 semaines, dessiner, redessiner, regarder, ah non, ça ne va pas, ça doit impressionner moi-même, parce que quand je rentre dans la salle de Malaquis, dans la maison de Super Saxo, ça m'écrase par la beauté, c'est beau, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Là, on vous a entendu tout à l'heure parler de l'histoire valaisanne, etc. Alors, il y a une question qui a surgi chez moi. J'ai dit, parce que vous-même, vous avez dit, mais c'est passionnant cette histoire valaisanne, il y a plein de trucs, etc. J'ai envie de vous dire, est-ce que ça ne vous est pas venu de renoncer à la fiction et de rester que dans le réel historique, entre guillemets, dans la subjectivité historique? Parce que là, dans cet ouvrage-là, vous avez décidé un caractère hybride. Fiction et puis des notes historiques. Et d'ailleurs, le livre se termine carrément par des parchemins, ou je ne sais pas. Oui, moi, c'est le but des livres, en fait, c'était tout au début, on a convenu avec mon épouse, que le but de chaque livre, ça va être intéresser les Valaisans à tout ce qui s'est passé. Et pour ça, il faut vulgariser. Mais avec de l'imagination, avec de la fiction, un total, sur une partie, hein, on est d'accord? Oui, exactement. Oui. Les personnages principaux de ce livre, ils n'ont pas existé. Parce que vous auriez pu faire ce livre, je dirais, historique simplement, vous voyez, sans ce caractère hybride de l'histoire romanesque. Oui, mais je pense que ça va être peut-être moins attirante. Pour moi, il faut vraiment créer quelque chose pour surprendre le lecteur et pour qu'il puisse s'intéresser. Lui, après, il peut découvrir la vraie histoire. Et moi, c'est simplement, je suis là pour l'envoyer, visiter les archives, visiter les musées, visiter la médiathèque pour lire, pour inspirer. Donc, en fait, ça c'est le dernier, mais il y a la bataille de la Planta, il y a Raroy, je me rappelle plus. Les guerres de Raroy. Il y a encore un autre peut-être moi, ça c'est les légendes russes que je fais. Ah d'accord, il y avait les guerres de Raroy. Donc, est-ce que vous avez senti un engouement monter entre Raroy, la Planta et celui-là, ou ça me paraît assez stable? Je peux pas dire simplement qu'est-ce que je peux dire, et ça m'a vraiment fait chaud au cœur. C'est en fait dans les Denner, il y avait ma belle-sœur qui a fait des achats. Et à la caisse, il y a une dame, et tout à coup, il y a une dame qui arrive depuis Payot. Il a dit hey, les Lévin fait un nouveau album. Et l'autre à la caisse, oui, j'ai les collections. Voilà, ça, vous savez, comme quelqu'un qui dit ça... Ça, c'est la reconnaissance, la fierté légitime. Je ne peux pas appeler ça fierté. Je suis ravi que les gens s'intéressent tellement à leur histoire. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante, aller au musée. S'il vous plaît, allez au musée. L'exposition du musée historique de Valère, c'est simplement, il y a beaucoup de choses exceptionnelles au niveau mondial. Aux archives, il y a plein de choses. Alors, moi j'ai presque honte de dire, je fais beaucoup les musées, et puis celui-là, je ne l'ai pas fait, donc sinon, il faudrait que je le fasse. Puisque vous le recommandez, j'irai faire le musée de là, vous parlez du musée de Valère. Hein, le musée de Valère, oui. Et puis, alors, comment on travaille avec sa femme? Enfin, quand je dis votre femme, en fait, comment on travaille avec la personne qui maîtrise, on va dire, l'écrit du texte par rapport aux illustrations? Oui, en fait, c'est... En fait, un scénario. J'ai écrit ce scénario. Mon scénario, il est assez large. Mon épouse, elle fait le scénario potable, mais elle rajoute ces petites graines de sel. Et notre but dans le livre, pour que peu de texte, les illustrations, et pour que les personnes découvrent l'histoire du Valais, ils ne se fatiguent pas. Que ça sera vraiment toujours une action, qu'on a envie de tourner les pages. Voilà. Bon, ça, oui, mais c'est pas facile parce que, disons que ma femme,
il faut le dire, et le vocabulaire assez plus large que mon vocabulaire à moi. Et quelqu'un il écrit une scène vraiment mieux. Ça veut dire que je n'ai pas compris les mots, j'ai dessiné autrement. Et après, pour le deuxième livre, on a aperçu assez tard, on a dû changer le texte, mais tout ce qui est proposé ma femme pour cette scène-là, c'était 10 fois mieux et 100 fois plus parlant que j'ai fait moi. Et puis, donc, pourquoi avoir terminé le livre avec ces notes manuscrites, enfin des documents, on va dire, originaux, hein, ouais. Pour certains même surprenants, hein, on va dire. Ouais. Comment vous avez eu cette idée Mais tout au début, en fait, avec la bataille de la plante, je voulais envoyer les gens au musée. Et pour Journée Patrimoine, on avait rendez-vous à la médiathèque. Et tout à coup, je rencontre Alain Dubois. Je vois quelqu'un passionné. Et j'ai dit, Alain, est-ce que vous voulez mettre les documents dans mon livre? Il m'a dit, volontiers. Et mais, ça, c'est commencé. Alors, Alain Dubois a été reçu ici, il est venu au chef actuellement. Ouais. Mais à l'époque, d'après ce que j'ai compris, il était archiviste et il a partisipé, enfin, me remercier un certain nombre de personnes, dont lui, je pense, qui vous a donné l'accès à certains documents, disons. Et donc là, je peux montrer aussi la dernière page. C'est le château de Naters, hein, je crois. Le château de Naters. Dessiné par Yvan Levine. Et le personnage de la lingère, comment il vous est venu à l'esprit? Est-ce que c'est au début du livre ou dans le parcours J'ai pensé que, quand j'ai écrit ce scénario, j'ai pensé que le lecteur il va s'ennuyer en lisant que la biographie de Schiller. Alors j'ai pensé mettre, parce que le personnage central que vous voyez, c'est ma fille qui m'inspire, ma grande fille. Et j'ai pensé qu'il aura une fille qui doit faire, voilà, il a passé déjà certaines aventures et comme je fais trois choses. Et le Super Saxo, alors c'est qui le Super Saxo pour vous? Est-ce que c'est une victime? Est-ce que c'est un... pour moi, pour moi, c'est un homme politique. Il n'est pas victime. Il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Seule chose qui lui manque, il n'est pas si rusé comme Schiller. Schiller, je faute l'impression, quand j'ai lu tout ce que j'ai lu, je faute l'impression qu'il est plus rusé, il est plus renard. Déjà, Super Saxo, il est très renard. Mais Schiller, il est plus renard, parce qu'il prévoit les choses comme elles se font et en avance, jusqu'à Marignan. Après Marignan, c'est le shoot de Schiller. Voilà. Mais, juste avant Marignan, je fais l'impression qu'il a presque toujours gagné, il était supérieur à Super Saxo. On refait des fois l'histoire avec des si, etc. Qu'est-ce que ça aurait donné le Valais avec une vraie alliance entre Georges Super Saxo et Mathieu Schiller? C'est déjà, même séparément, le Valais, on peut dire, c'était un tout petit peu le centre du monde. Petit canton avec petite population. Il faut observer qu'au moment où on parle aujourd'hui, par exemple, notre président de la Confédération, c'est Hino Valaisanne, le brigand de Brigue, Gianni Infantino, il est président de la FIFA, messieurs Bregui, Rieder, Ruppen, etc., ils ont un Schmitt, ils ont des... Donc cette puissance du Haut-Valais, elle a traversé les âges quand même. Hein. Oui, on peut dire à l'époque de livre, par exemple, si on parlait allemand, c'est avec la Révolution française que l'allemand a reculé. C'est comme ça, je ne sais pas. Et puis j'ai vu que vous avez consulté aussi des manuscrits en langue allemande, que vous avez même décortiqués, là. Ça vous a pris du temps ou bien? C'est pas... moi, j'ai écrit le scénario et c'est mon épouse qui a passé du temps en bibliothèque? Il a passé du temps en bibliothèque, oui, il était très souvent dans la médiathèque pour écrire, pour consulter les œuvres. C'est elle qui a... Moi, je sais... Mais pratiquement, vous avez accès, vous pouviez les photographier, vous pouvez les prendre à la maison, ou bien ça se passe comment? À la maison, non. Il y a certains documents que vous ne pouvez pas prendre à la maison, mais il y a une salle spéciale où vous pouvez être, vous pouvez allumer la lumière pour faire les photos. Tout est fait pour que
Vous sentez Et le bien. document qui vous a le plus surpris, c'est lequel? Ah, plus surpris. Schener, c'est un prince d'église. Il est devenu un cardinal. D'accord. Mais il y avait un personnage, deuxième personnage, c'est Georges Super-Saxo. Georges Super-Saxo, c'est un capitaine et c'est un banquier, on peut dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a surpris? C'est la lettre de François Ier, qui date de. Je ne me rappelle plus la date, mais c'est après je pense que 23 ou 24, qui est pour Super-Saxo, qui se marquait Roi de France, écrit à Georges Super-Saxo: Messieurs, je vous en supplie de retarder le paiement de l'intérêt de ma dette. Voilà, c'est au roi de France qui a écrit un banquier de Sion. Et ce document-là, Il est aux archives, vous pouvez consulter, oui. Par exemple, comment vous êtes tombé sur ce document précis? C'est par des livres ou bien c'est M. Dubois qui vous a donné accès? Monsieur, moi j'ai peur un tout petit peu de toucher les documents anciens. Alors s'il faut, je demande à Alain. Précautionneux. Oui, à Alain, voilà, je regarde, il m'explique. Et après, quelques temps après, il est sorti un livre qui parle tous les documents, pas tous les documents, mais quelques documents originels qui sont dans les archives. Voilà. En parcourant ce livre, je me suis remémoré mes très rares cours d'histoire du Valais, très rares. C'est plutôt des vignettes que donnait par exemple M. Salamin, Michel Salamin, qui avait fait, peut-être vous êtes tombé sur ces livres, mais je me suis dit, ça pourrait être une ouverture aussi à un moment donné au cycle, au collège, pour dire, mais notre histoire, elle est déjà dans une pipe vachement intéressante. Oui, l'histoire de Valais, c'est très intéressant. Très mouvementé, très intéressant. Vous avez été invité dans des écoles ou J'étais invité à l'école de Comté, au cycle de Comté. Et la réception des élèves, c'était comment? C'était très bien parce que j'ai fait le dessin à l'ordinateur, j'ai amené ma tablette, mon ordinateur, j'ai dessiné, et ils s'en étaient surpris un tout petit peu parce qu'ils ont compris que à l'époque, par exemple, les décorations florales sur un homme, c'était tout à fait cool, comme on dit aujourd'hui, c'était tout à fait valorisant, beaucoup de couleurs, et ça, ils n'ont jamais pensé à ça. Ça veut dire qu'ils ont fait une petite découverte et moi, j'étais très bien accueilli. Vous allez continuer dans l'histoire du Valais ou bien? Moi, je vois bien. J'ai beaucoup d'idées. On regarde. Celle que vous avez dans la tête juste maintenant, ce serait laquelle? Oui, il y a plusieurs. Plusieurs? Il y a plusieurs, ouais. Il y a plusieurs et pour le moment, je ne veux pas. J'aime bien continuer avec Schener. Voilà. Et vous ne sauteriez pas les époques, par exemple la Révolution ou... vous savez, le plus gros travail qu'on fait, c'est des recherches. Mais on ressent ça beaucoup dans le livre. Hein. Il y a de la simplicité, mais derrière la simplicité, on se dit qu'il y a quand même des vérifications à faire, etc. Ouais. De recherche, les lectures déjà, mais ça, et après il faut trouver les costumes de personnages. Tous les costumes qui sont dans mon livre, j'ai pas imaginé. J'ai recopié ce Donc là, on a cette fameuse photo qui est très connue des Valaisans, et puis à côté ici. Donc les personnages ici sont pris de photographies, enfin d'extraits de peinture ou vous avez reçu ou bien non, les costumes surtout et les personnages principaux. J'ai essayé de, par exemple, que Georges Super-Saxo il ressemble à seul portrait connu de l'époque qui était peint quand il était encore vivant. Par exemple, alors j'ai vu, avant de vous recevoir, j'ai été regarder sur internet, Georges Super-Saxo, il est inconnu au niveau image, tandis que Mathieu Schener, on a beaucoup de portraits. Ah, mais c'est un portrait postérieur. Est-ce qu'il était vraiment comme ça? C'est la question qu'on se pose. Et je sais qu'il avait un nez, alors j'ai pris un ami qui habite ici, je dis avec le fort caractère, vraiment fort caractère. Et je dis là pour moi tu es vraiment. Mathieu Schener. Mathieu Schener, voilà, je fais des photos et je l'ai dessiné après. Voilà. Et puis là, vous avez fait référence tout à l'heure à cette réaction dans le magasin. Ah, il y a le nouveau Lévin qui est sorti. Vous avez une autre anecdote comme ça de réception où vous êtes dit quand même. Oui, vous n'aimez pas le mot fierté, mais enfin une reconnaissance intime qu'on reçoit parce que là-dedans il y a des mois de travail, des heures de travail, et puis etc. En fait, je arrive au musée de Valère et à la réception il y a
un de mes amis. Est-ce que ce livre, par exemple, il est en vente Oui. Ah voilà, ok, d'accord. Et il m'a dit, là, regarde, c'est une de collègues de travail qui était hier à Lausanne. À Lausanne, le livre, ça vend pas, ça vend d'ici, voilà, c'est que en Valais. Et il m'a dit, là, regarde, et je vois que dans le métro de Lausanne, il y a quelqu'un qui a... Mais c'est vrai, pour connaître le Valais, le développer, dans les offices de tourisme, il pourrait prendre, etc. Parce que je pense que le visiteur curieux, il se dit, tiens, le Valais, c'est ça, c'est la bataille de la Planta, c'est les châteaux, et c'est vrai, que quand j'ai vu ce passage, je me suis dit, tiens, c'est une vue que je vois presque tous les jours depuis ma maison qui est connue de chaque Sédunois naturellement, et donc il y a des petits clins d'œil comme cela. Est-ce qu'on tirait vraiment à l'arc ou bien Elle en ce temps-là? Oui, on dirait, oui, parce que jusqu'à Marignan, l'arme à feu, il n'était pas très, comment faut dire, mis en valeur. L'arc et l'arbalète, surtout arbalète à l'époque, parce que la puissance de tir et longueur de tir était beaucoup plus grand que la puissance et beaucoup plus précis. Par exemple, quand on tirait pendant la bataille de Marignan avec arquebuse, par exemple, à 70 mètres, à 6300 tirs, à mon avis, il n'y a que 15 personnes qui étaient touchées. Pas tuées, simplement touchées. Ça veut dire que ça partait dans tous les... C'était pas très précis. C'est surtout que... Je sais pas. Voilà. Puis cet objet-là, vous l'appelez comment cet objet? Est-ce que c'est un album de quoi? Pour moi, c'est un album illustré. On ne peut pas dire que c'est un album de bande dessinée, ou bien? Vous ne diriez pas ça, ou bien? Non, je ne dirais pas, parce qu'ici, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de... Voilà. Et les dessins sont beaucoup... Donc c'est vraiment un objet unique, on va dire. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec Alix, qui est au temps des Romains ou des Grecs, etc. C'est pas qu'on a fait un album au temps du Valais, on a fait des illustrations avec dedans des commentaires historiques liés à une fiction qui parcourt le livre, mais à travers cette fiction, on apprend toute une série de faits historiques sur la base des oppositions très violentes qu'il y avait notamment entre Mathieu Schinner et Georges Superfect. Donc un album illustré. Est-ce que vous avez été, on va dire, des maîtres de ça, ou bien qui c'est qui vous a guidé vers cet objet-là? Parce que c'est quand même un objet très particulier, hein. Comment vous est venue, disons, tout au début, l'idée de créer un objet comme celui-là? Enfin, c'est un objet singulier, vous êtes d'accord? L'album cet objet-là, oui, cet objet où il y a tout ce dont on a parlé, c'est singulier, je veux dire. On ne le trouve pas sous cette forme-là. Je veux dire, il est singulier, il est typique, il a ce timbre de pictural, j'ai envie de dire, qui est le vôtre et pas celui d'un autre. Je ne sais pas, pour moi, tout ça cache dans l'idée que les gens peuvent regarder très longtemps l'illustration, par exemple, en cherchant des détails, et qu'il n'y a pas beaucoup de texte, parce qu'on habite dans un monde d'images, et que ça sera intéressant, et les gens doivent découvrir. Mais le texte, il a quand même une importance. Vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais en réalité, c'est pas comme si vous aviez fait qu'un album d'images. Parce que c'est toujours motivé par un texte. Donc l'image, elle est très importante, mais le continuum historique, notamment, il a son importance aussi. Bien sûr. C'est pour ça que je dirais que le succès du livre, c'est 50-50, peut-être même 60-50. 60 pour l'écriture de mon épouse et les autres pour moi. C'est la galanterie. C'est comme ça. Non, moi je trouve que c'est... Elle a fait beaucoup... Moi j'ai écrit en gros. Elle écrit... Je trouve qu'elle écrit bien. Et elle est toujours à l'écoute, etc. Est-ce que ça vous est venu dans l'idée de se dire, je vais créer mon personnage complètement fictif, que je vais dessiner comme on créerait, disons, une œuvre de fiction, même pas une bande dessinée, une œuvre de fiction, et que vous feriez la même chose, mais que dans une œuvre de fiction, indépendamment des aspects historiques? Je ne sais pas, moi. Vous êtes plutôt happé par l'histoire, alors? Par l'histoire, oui. Moi, je veux bien raconter... Avec le grand H, donc. Hein. Oui. Je veux bien raconter les histoires, parce qu'il y a
il y a narratif, on apprend et on apprend, on peut comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Parce que pour moi, l'histoire, c'est comme ADN. C'est une spirale qui se répète dans des circonstances différentes, mais ça se répète et ça nous amène quelque part. Et... Oui, alors j'avais gardé aussi cette question, c'est ce duel entre Schiller et Super Saxo. Quand on le projette aujourd'hui, vous voyez quelque chose de ça dans le Valais d'aujourd'hui, comme vous l'avez perçu depuis 1998 quand vous êtes venu à Sion? Je sais pas, non. L'histoire. Et puis vous suivez la politique valaisanne aujourd'hui ou bien pas? Oui, oui, bien sûr, je vote, mais j'ai très mauvaise mémoire au nombre et aux chiffres. Voilà, je peux raconter quelque chose, mais je ne peux pas vraiment quelquefois citer la date. Et j'oublie très souvent les noms et prénoms de personnes. Est-ce que vous continuez à lire dans votre langue maternelle? Très rarement, parce que je trouve beaucoup de choses très intéressantes en français. Et je préfère lire en français qu'aller, quand vous allez en magasin des livres, tout d'un coup, waouh, ça, j'aime bien lire ça. Je préfère acheter pour après chercher dans Internet, attendre que ça arrive par la poste. Non, moi, je préfère... Et ma fille qui est à l'université, qui étudie le français et l'espagnol, et s'est passionnée aussi pour le russe, apprend le russe et veut lire le russe. Vous avez un conseil à lui donner pour bien aborder les auteurs russes? Son désir profond, c'est de pouvoir lire les auteurs russes en texte russe. Maintenant qu'elle lit beaucoup en français les auteurs russes. Moi, je pense que ça va être... moi, j'ai remarqué ça avec Maître et Marguerite. Alors, j'ai commencé à lire ici en français, j'étais déçu de traduction. Pour moi, ça m'a manqué. Ça veut dire que peut-être comme pour moi... Parce que vous l'aviez lu en russe? Oui, oui. Et après, j'ai racheté en français? En russe. Et si maintenant je veux relire, je relis Maître et Marguerite en russe. Et pour moi, je peux dire simplement une expérience. Quand j'ai lu Hugo en français, ça me paraissait beaucoup plus riche. Je ne sais pas. Voilà. J'ai beaucoup plus d'imagination, beaucoup plus de choses. Ça m'était plus enrichissant lire en français, lire dans une langue où c'était écrit, qu'en traduction. Peut-être pour elle, ce sera aussi la même chose. Le russe, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de cas, simplement, il faut pratiquer, c'est tout. C'est pas quelque chose hyper difficile parce qu'il y a une certaine logique, comme dans la langue française. Puis la nostalgie du pays d'origine, est-ce qu'elle s'inscrit encore aujourd'hui en vous? Ou vous êtes complètement, si vous voulez, parce que quand on voit cet intérêt massif pour l'histoire valaisanne, on se dit qu'il a fait un saut dans un ailleurs qui n'était pas le sien au moment de son enfance notamment. Oui, pour être franc, en fait, je pose beaucoup cette question. Plus j'avance dans l'âge, plus je pose cette question. Est-ce que j'ai nostalgie il y a? Nostalgie il y a. Et j'ai remarqué que nostalgie, en fait, c'est pas par pays. C'est par la nostalgie de ma jeunesse. C'est parce que je pose la question, j'essaie de répondre franchement, parce que je peux dire oui, nostalgique de la Russie. Non, je suis nostalgique de ma jeunesse. Voilà, comme à l'époque, je n'avais pas de bobo. Non, c'est une excellente réponse, c'est fantastique. Ouais. Vous comprenez? Ça veut dire que quand j'ai beaucoup de fois posé cette question, d'essayer de comprendre vraiment. Et là, quand vous comprenez ça, la nostalgie va mieux. Est-ce que vous voulez transmettre par cet album une sorte de nostalgie aux Valaisans d'où ils viennent? Parce que c'est un peu d'où on vient, ça. Oui, exactement. Ça, c'est un peu d'où on vient. On ne peut pas faire abstraction de ce qu'a été le Valais en ces temps-là. Hein. Ouais. Et on avait des amis du côté d'Italie, on avait des amis du côté de la France, et puis peut-être que ces amis-là n'étaient pas eux-mêmes en lien d'amitié étroit, on va dire. Comme ça. C'est... ouais. Bah, je pense qu'il doit découvrir, pour moi, les Valaisans doivent découvrir l'Eurostar parce que l'Eurostar, c'est vraiment passionnant. C'est un film d'action pour moi. Ouais. Et puis là, on voit Objet de ma vengeance. Je ne vais pas spoiler le livre,
je vais pas spoiler le livre, parce que, mais le lecteur sera surpris de la vengeance, on va dire ça comme oui, ça, exactement. et de comment ça se passe, et pourquoi et comment. Ouais. Et peut-être que chacun d'entre nous a quelque chose à retirer de ce final particulier, on va dire. En tous les cas, moi, je vous recommande ce livre. Hein. Il est dans une série que vous avez dit. Les autres, c'est vraiment la bataille de la Plante et les guerres de Rarogne. Et les guerres de Rarogne. Alors, pour achever ce circuit, j'ai une dernière question à poser là, à brûle pour point. Je demande à ceux qui sont assis à côté de moi, quelle est la musique que vous proposeriez, que je peux trouver, un morceau de musique qui vous a marqué et avec lequel je vais conclure l'article. Oh, c'est pour moi, c'est Danse des fleurs de Casse-Noisette, de Tchaïkovski. Voilà, ça, pour moi, c'est une merveille. Ok, on va essayer. Danse des fleurs, Casse-Noisette, Tchaïkovski. Valse des fleurs, peut-être. Valse des fleurs. Valse des fleurs. Okay, je ne connais pas. Enfin. Alors, MPCM, c'est merci pour ce moment, Alexandre Levy. Merci à vous.